C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Planète Agriculture, votre magazine 100% agricole. Bonjour et bienvenue. Quels critères prenez-vous en compte au moment d'acheter votre sac de riz? Le prix, la qualité ou l'origine du pays de production? Une chose est sûre, la grande majorité des Burkinabés optent pour le riz importé et pourtant une offre locale existe. Et justement pour en parler, je reçois pour vous celui-là même qui crée et a créé des variétés exclusivement burkinabées, Dr Edgar Traoré. Avant que notre invité ne réponde à nos questions, regardez ce document consacré au riz. L'histoire du riz au Burkina Faso est semblable à l'histoire politique du pays. Tout commence dans les années 1950, la recherche agricole est sous contrôle des colons français. C'est cette station qui était dédiée, je crois que c'était relié à la station de Bombay au Sénégal. Et ils travaillaient sur l'amélioration du riz pour voir comment introduire les bonnes variétés. Et les variétés à l'époque étaient dénommées IRAT, c'était l'Institut d'agronomie tropicale. Il y avait aussi ensuite d'autres initiatives avec la mise en place de l'ADRAO, qui était l'association pour la riziculture en Afrique de l'Ouest, et où plusieurs pays étaient membres. Et en ce moment, il y avait des collaborations avec IITA, c'est l'Institut de recherche en agronomie tropicale également, et ils étaient basés au Nigeria. Il a fallu donc attendre 30 ans après, c'est-à-dire en 1980, pour voir un changement de paradigme. La recherche nationale prend désormais les rênes. Ici au Burkina, il y a eu beaucoup de travaux qui ont permis de sortir des lignées qui s'adaptent à notre écosystème en termes de riziculture pluviale, en termes de riziculture de bas-fond, mais également en termes de riziculture irriguée sous contrôle total de l'eau. Et donc nos devanciers ont pu retenir pas mal de variétés sur la base de leur potentiel de rendement. Et naturellement, les variétés qui ont été retenues et qui ont persisté dans le temps, c'était celles qui étaient préférées des producteurs. 2014, une autre date importante dans l'histoire du riz au Burkina Faso. En effet, c'est en cette année-là que toutes les ressources phytogénétiques en riz seront répertoriées et inscrites dans le catalogue national. On avait à peu près une quarantaine de variétés, mais il n'y avait qu'une douzaine qui étaient effectivement cultivées. Et on s'est rendu compte que parmi les variétés qui ont persisté depuis la nuit des temps, c'est les variétés de type Nerica. Donc vous allez voir que FKR, suivi d'un nom pair, suivi d'un N, ça veut dire FKR Nerica de type pluvial ou bas-fond, de type bas-fond ou irrigué. Ça, c'est vraiment les efforts de recherche de nos devanciers. Et nous avons par exemple comme exemple la FKR 62N, qui est une Nerica de bas-fond et qui est beaucoup préférée. Il y en a qui l'ont baptisée macaroni sous certains cieux du côté de Bafoura. Vous avez aussi une autre qui n'a pas persisté parce qu'elle n'était pas stable. Mais nos travaux ici sur la station de Kamouensé ont permis de la stabiliser. Il s'agit de la FKR 56N. Tout ça, c'est des efforts de recherche de l'organisation qui est autour, qui était à ADRAO avant, mais maintenant qui est reconnue comme Africa Rice, dont le siège est basé à Bouaké. Et ils ont une antenne de recherche à Saint-Louis au Sénégal. Et donc, ces FKR du type Nerica ont envahi toute l'Afrique de l'Ouest du fait de leur résilience, du fait de leur rendement et de leur goût. Les rizières sont victimes d'attaques. Des attaques dues notamment à des virus. Au nombre de ces virus, la panachure jaune du riz, encore appelée le sida du riz. C'est le déclic. Le technicien d'alors, Edgar Traoré, décide de travailler sur ces viroses. Objectif affiché, créer des variétés résistantes à ces contraintes dites émergentes et dommageables pour le riz. Après une formation en République du Ghana et de retour au pays, notre désormais docteur met au point les fameuses KBR, Kamouensé riz, des variétés purement burkinabées. Nous avons donc axé nos recherches sur deux endroits contrastés, c'est-à-dire dans le Grand Ouest avec la plaine rizicole de Banzon et au niveau du centre, au niveau de la vieille plaine de Moctedo. Donc nous nous sommes rendus compte qu'à Banzon, la contrainte majeure c'était effectivement la panachure jaune du riz, qui est un virus, et que les variétés étaient choisies sur la base du goût et du rendement. Alors qu'au niveau de Moctedo, ils aimaient choisir la variété sur la base du cycle, parce qu'eux, effectivement, ils sont moins arrosés. Donc c'est le cycle essentiellement, et puis la résistance à la sécheresse. Donc du coup, on avait nos variétés parents qui devraient servir pour l'amélioration.
Nous avons utilisé ces FKN Nidica comme parents et nous avons apporté des gènes nouveaux pour améliorer en termes de rendement. Ce que nous on recherchait, c'était beaucoup plus de talles sur le plan de riz. Et puis, on recherchait à avoir une longueur de talles plus abondante et des talles beaucoup plus fournies. Tout en maintenant la qualité du grain et aussi en veillant à ce que la résistance ou la tolérance au moins à cette virose-là soit observée. Donc on a de la tolérance pour cette virose, mais il y a une autre maladie qui est de type cryptogamique, c'est les champignons. Il s'agit de la pyrrhicilariose du riz. Cette pyrrhicilariose va créer des taches noires. Vous voyez ici il y en a. Mais parce que la variété tolère la pyrrhie, même si ça vient, ce n'est pas dévastateur, ça ne détruit pas. Sinon dans des cas de sensibilité, même les graines deviennent rouges. Mais nous avons réussi à sélectionner en prenant en compte la tolérance à ce problème qui est endémique au niveau de toutes nos rizières au Burkina Faso. La KBR2, baptisée par les producteurs Massamalo, a un potentiel rendement compris entre 8 et 9 tonnes à l'hectare. On a sélectionné de sorte que le riz ne se verse pas parce que c'est à maturité. Donc ça, c'est un caractère qu'on a pu obtenir. Au-delà de ça, on a une étanchéité au niveau des grains. Cette étanchéité permet que même s'il y a une attaque de champignons, vous savez qu'il y a un problème caché qui affecte les consommateurs de toute l'Afrique. Il s'agit de Aspergillus niger, qui est un champignon dont une toxine va se concentrer dans le grain. C'est vraiment un poison. Et lorsque les graines ne sont pas suffisamment étanches et que ça s'éclate, ce champignon va rentrer dedans et vous pouvez avoir cette toxine-là qui va rentrer et affecter la qualité nutritionnelle et la qualité même en termes de santé des grains. Donc ça aussi, ça fait partie des qualités que nous avons pu avoir dans ces variétés. La KBR4, Nong Samé, la fatigue est finie en langue nationale moaga, décrit à souhait les avantages de cette variété. Pour peu que tu fasses 1 hectare, tu as ce que tu pouvais avoir dans 2-3 hectares avec d'autres variétés. Ils l'ont baptisé Nong Samé. Et encore, le grain est bon. Et donc, il est très aimé parce qu'il est intermédiaire entre le goût de la TS2, qui est une variété chinoise, introduite au Burkina, et puis une des variétés que les producteurs aimaient, qui est la FKR 19. Et le rendement y est également. Celui-là, très facilement, les producteurs eux-mêmes sortent 6-7 tonnes. Ça, c'est le rendement milieu producteur. À côté de ces deux variétés, la KBR6 ou Bitonkini et la KBR8 ou Mouifida. Elles sont aussi appréciées que les deux autres. Et il y a une étape de sélection que nous appelons la dégustation. C'est les tests de dégustation. Donc quand on a fait ces tests de dégustation, au niveau des dînes, il y a un producteur qui s'appelait Biton. Dès la première année, on n'était qu'en train de montrer ce qu'on avait. Lui, il a déjà choisi la KBR 6. Il s'est accroché à ça, il a commencé à produire pour consommer. Donc, on n'a pas eu besoin de réfléchir, on a appelé le riz de Biton. Donc c'est ça qu'on a appelé Biton en langue marca, Bitonkini. Ça a porté son nom. Ils l'ont appelé Mouifida. Pourquoi Fida? Parce que ça éclate. C'est-à-dire que quand vous mettez un seul plant, vous retrouvez avec plus de 30-40 talles à partir d'un seul plant. Mais au-delà de ça, lorsque vous récoltez votre riz et que vous l'amenez au niveau de l'usine, quand vous le mettez dans la marmite, il y a un caractère que les Burkinabés aiment bien, que ça gonfle. Ce riz a ce potentiel de gonfler, donc on l'a appelé Mouifida. Ces 4 variétés sont déjà inscrites dans le catalogue national et régional. Le programme Riz de Cambon-Chien est également tourné vers l'extérieur. À ce titre, il reçoit des lignées d'autres pays comme on le voit ici. Ces lignées de riz, encore appelées double aproïdes, seront sélectionnées et l'on gardera les meilleures lignées répondant aux réalités climatiques et surtout aux papilles gustatives des Burkinabés. Traoré Afousatou et Bandeleila Isabelle sont toutes deux étudiantes. Elles travaillent respectivement sur le riz pluvial strict et sur l'amélioration du rendement du riz. Il s'agit ici d'apporter de la terre à la terre et surtout de mieux préparer la relève. C'est l'évaluation de la valeur agronomique et technologique du système de riz pluvial strict. On a plus de 300 et quelques variétés. Donc on a fait un essai préliminaire et on a associé avec de l'arachide pour voir que, puisque là où l'arachide pousse,
Le riz pluvial aussi pousse là-bas. L'année passée, j'ai eu à effectuer un stage d'immersion et lors de laquelle j'ai eu à aider certains camarades qui travaillaient déjà ici. Et leur stage consistait à améliorer 200 variétés de riz sur lesquelles ils travaillaient. Parmi les 200, j'ai eu à prélever 112 variétés sur lesquelles je vais travailler cette année pour les améliorer. Et parmi ces 112-là, l'année prochaine, il y a les autres étudiants qui vont venir, vont essayer de prélever parmi mes 112 variétés sur lesquelles j'ai travaillé pour essayer de les améliorer et ainsi de suite. Dans le processus de la création variétale, la castration ou émasculation constitue une étape cruciale. C'est une opération qui permet d'obtenir des variétés issues du croisement de deux parents préalablement choisis en fonction des critères bien déterminés. Elle s'opère de préférence le matin. Ici, nous sommes en pleine castration. C'est l'étape la plus importante en matière d'amélioration variétale. Donc d'abord, les plants qui sont dans les pots ne sont pas prélevés au hasard. Voilà, les plants choisis comme parents sont issus des variétés qui ont des caractéristiques que l'on veut améliorer. Voilà. Que ce soit le parent mâle ou le parent considéré femelle, tous les deux parents ont des caractéristiques que l'on veut améliorer. Le parent femelle peut avoir plusieurs caractéristiques, dont un fait défaut, que l'on peut corriger avec un donneur venant du parent mâle. Bienvenue où la magie se produit. Ce jour-là, notre technicienne doit faire le croisement entre deux parents que sont les variétés A et B. La génération qui découle de ce croisement s'appellera la première génération ou la génération F1. Il s'agit de l'ancêtre de la future variété. Elle va subir une sélection sur au moins 7 générations consécutives. C'est cette génération F7 qui va permettre d'identifier des variétés candidates à l'homologation. Voici comment on crée une nouvelle variété, et cela en 6 à 8 années de travail. Plaine risicole de Moctedo, c'est jour de récolte. Prosper Caboret a fait l'expérience des KBR. La prudence du départ fait place à l'enthousiasme. Bala tun min to me remin pawa erata tonnu wakata ni tonna na la mim te won sakal pore tente de pamte ataba tonna yopo bi tonna yobe. Même assurance chez Jules Ouedraogo et Moumouni Ouedraogo. La peur de l'inconnu leur avait amené à produire ces nouvelles variétés que sur de petites superficies. À l'image de Saint Thomas qui a vu avant de croire, ces producteurs sont désormais les apôtres de la bonne nouvelle. En tout cas, je peux dire que je serai satisfait vu la physionomie de la production. Je peux dire qu'il y aura une bonne production. Vraiment, c'est une nouvelle variété qui est très facile à exploiter. Et puis, le talage aussi est très bon. Le travail n'est pas dur comme ça. Comme quoi, il y a de la ressource. Avec un peu d'accompagnement et surtout de volonté politique,
nous pouvons consommer que local et burkinabé. Retour sur ce plateau de Planète Agriculture. Et pour débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Edgar Traoré. Dr Edgar Traoré est chercheur sélectionneur. Il est coordinateur riz de l'INERA Cambouensin. Il est celui-là même qui a créé les KBR que vous voici. Ces riz-là sont 100% burkinabé. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour. On vient de suivre ce reportage qui vient de passer sur le riz. Et déjà une première question. D'où vient le riz que vous consommez à la maison? Moi, ça fait déjà plus d'une décennie que je ne consomme que le riz de ma propre création. C'est-à-dire du riz entièrement produit au Burkina Faso. Parce que, à force d'habitude, à moins que je ne sois à une fête où on m'impose du riz importé, je préfère le riz produit au Burkina. Les variétés que vous avez créées? Le plus souvent, c'est les variétés que j'ai créées ou des variétés qui ont été mises à disposition par l'INERA. Au niveau du Burkina, il y en a pas mal. Mais comment se fait que le marché soit dominé par le riz importé, le riz asiatique notamment? Bon, il y a plusieurs raisons à cela. Parce qu'il faut savoir que le Burkina n'arrive pas en fait à satisfaire ses besoins en consommation de riz. Parce que le Burkina est autosuffisant à seulement 50% de ses besoins. Ce qui fait que même si on essayait d'encourager la consommation locale, ce qui n'est même pas le cas, on allait quand même avoir besoin d'importer du riz pour compenser le manque à gagner. Mais malgré cet état de fait, il se trouve qu'il y a quand même des situations de mévente. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a des exigences qu'on trouve au niveau du riz importé que notre riz local produit au Burkina Faso, on ne retrouve pas ces genres de critères-là? Il y avait quand même quelques petits soucis de qualité, mais avec plusieurs appuis, parce que vous savez que le gouvernement burkinabé a mis beaucoup d'efforts dans la filière riz. Et récemment, il y a eu beaucoup d'investissements de la part des bailleurs de fonds tels que Agra, qui ont accompagné les acteurs de la filière au niveau de la transformation. Et donc, du coup, le problème qui était lié à la présence de cailloux ou de sable dans le riz national est de plus en plus dans l'oubliette. Et aujourd'hui, on a des gens qui arrivent à sortir du riz national très propre et qui peuvent compétir avec le riz importé. Mais on a longtemps reproché au riz national, au riz local, le coût, la cherté. Et il y a aussi le design. En termes de présentation, c'est pas du tout ça, en fait, docteur. Oui, ça, je suis d'accord. La cherté est due au fait que, malgré la présence de variétés à haut rendement, malgré les efforts de recherche, on constate malheureusement que nos producteurs sont en dessous des seuils. Parce que quand on met une variété à disposition du producteur qui a un potentiel de 7 tonnes, aujourd'hui nous avons des variétés qui ont des potentiels qui atteignent les 9 tonnes, 10 tonnes. Et on constate malheureusement que le producteur, par manque de formation ou alors par manque de moyens, parce qu'il y a des intrants qu'il faut mettre dans le riz, ce n'est pas seulement une question de l'intrant, mais il y a le temps de mise, d'épandage des intrants, les engrais particulièrement. Donc, quelquefois, les fiches techniques ne sont pas vraiment suivies et on a des producteurs qui se retrouvent à 2-3 tonnes à l'hectare avec des potentiels de 7-8 tonnes. Ça, c'est quand même dommage. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à produire suffisamment en quantité et ça va affecter le coût de la matière première, ce qui fait que celui qui va acheter le paddy l'achète à un coût un peu élevé et en fin de course, il est difficile qu'il compétisse avec l'extérieur. Il y a aussi un problème d'organisation parce que les producteurs ne sont pas orientés vers le marché. Mais de plus en plus, je sais qu'il y a des efforts en cours, mais vous avez des producteurs qui produisent avant de chercher le marché. Donc c'est une erreur alors? C'est une erreur. Il faut produire pour répondre à une demande. Et donc il y a une mauvaise articulation de l'ensemble des maillons de la chaîne, de sorte que celui qui a son usine, il investit dans une usine, il ne sait même pas où est-ce qu'il va gagner le paddy. Alors qu'au moment où vous investissez dans l'usine, vous devez organiser le secteur de production qui doit mettre à disposition la matière première, parce que la qualité du produit fini
dépend de la matière première. Mais justement, il y a un critère que les Burkinabés aiment bien, le riz qui gonfle. Est-ce que les variétés produites localement ont ce caractère-là? Tous les riz peuvent avoir le caractère gonflant, bien que le caractère gonflant peut être spécifique à certaines variétés que nous avons créées, qui sont plus aptes à gonfler. Mais le riz qui gonfle dont on parle, c'est souvent du riz stocké tellement longtemps à l'extérieur qu'il est sec. Donc vous voyez, quand le riz n'a pas beaucoup d'eau, évidemment, au moment de la cuisson, il faut beaucoup d'eau. On dit il gonfle, donc pour une petite quantité, on va mettre beaucoup d'eau et ça va gonfler. Mais c'est parce que c'est vraiment du vieux riz. Encore faut-il être sûr de la qualité de ce riz, parce qu'on ne sait pas comment il a été conservé sur combien d'années avant de nous parvenir sur notre marché. Donc ce qui est sûr, c'est la production locale. C'est la production d'ailleurs. Tout à fait. Si notre riz est produit en quantité suffisante, si nous sommes autosuffisants et que nous arrivons à stocker le riz, parce que le riz est une spéculation quand même intéressante à ce niveau, parce que c'est facile à stocker. Si on arrive à le stocker et qu'on consomme par exemple la production de 2019, ça va gonfler autant que le riz qui nous vient d'Asie, sans aucun problème. Parce que le taux d'humidité sera tellement bas que ça va demander beaucoup d'eau et au moment de la cuisson. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des problèmes qui fait que les femmes ont peur du riz local. Parce que c'est un riz frais. Donc si vous le traitez comme du riz trop sec et que vous mettez trop d'eau, vous faites de la bouillie. Donc il y a aussi ce problème d'apprendre à préparer notre riz, qui est aussi un maillon normalement qui incombe à la recherche. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits là-dessus. Beaucoup d'efforts. Parlons des variétés que vous avez créées, qui sont sur ce plateau. Ici, j'ai la variété KBE 4, non Samen, en langue Mwaga, la fatigue est finie. Tout à fait. Est-ce que toutes ces variétés que vous avez pu créer et qui est aujourd'hui sur le marché répondent aux exigences, en tout cas, de nos produits, de nos consommateurs? Ça c'est clairement, ça a été défini même à travers notre objectif de recherche. Parce que avant, vous savez que ce n'était pas évident, la recherche a beaucoup souffert de financement. Et donc, on a des aînés qui ont fait beaucoup d'efforts et qui ont introduit beaucoup de lignées à haut rendement. Mais d'abord, il fallait les évaluer, il fallait être sûr que ces variétés supportent les conditions de production du pays, tout en prenant en compte ces maladies et tout ça. Mais nous, notre génération, nous faisons ce qu'on appelle le développement participatif de variétés. C'est-à-dire que les producteurs même sont impliqués dès le départ. Ça veut dire que nous créons la variété pour répondre non seulement à la demande du producteur, mais évidemment à la demande du consommateur et du marché. Ça veut dire que nous tenons compte même de la valeur marchande du produit fini. Mais est-ce que vous prenez en compte les transformateurs? Parce qu'il y a aussi le taux d'usinage aussi qui est très important, qu'il faut d'ailleurs prendre en compte. Ça peut paraître subtil, mais ça c'est quelque chose qui est clé. Par exemple, vous voyez, donc si vous avez une tonne de paddy, si vous ne pouvez pas sortir 600 kg de riz blanchi, je pense que vous tournez à perte si vous êtes un transformateur. Donc ça veut dire qu'un des critères dans la sélection au niveau de notre équipe, c'est par exemple d'avoir du riz avec des taux d'usinage largement supérieurs à 60%. Et pour la plupart de nos variétés, ces taux-là sont autour de 65 et même 67%. On a même des cas où on a 72% parce que il faut savoir que ce taux est aussi lié à des caractéristiques au moment de l'usinage. Parce qu'il y a un taux d'humidité à respecter en fonction de la machine qui transforme le riz. Donc c'est tout un processus qu'il faut suivre. C'est tout un processus. Merci docteur. Revenons à un aspect qui est très important. Présentement, j'ai pu le voir lors des visites sur le terrain. Vous êtes en train de développer des variétés plus nutritives et aromatisées. Le consommateur burkinabé peut s'attendre à quoi dans son assiette? Les variétés aromatiques, contrairement à ce que les gens pensent, souvent les gens parlent de riz parfumé. Non, il ne s'agit pas d'un parfum qu'on met dans le riz. Ces arômes sont de la fragrance qui sont gouvernés par des gènes. Et donc, ça veut dire naturellement, le riz contient du parfum. Et ce parfum-là, nous pouvons habilement les transférer dans des variétés pour avoir le riz parfumé qui nous vient d'Inde ou bien de n'importe quel autre pays. Et ce nutritif, c'est quoi? Et très nutritif, pourquoi? Parce que vous savez, le riz est surtout riche en carbohydrates, c'est en sucre. Pas très riche en protéines. Mais nous avons
un travail collaboratif avec l'université de Ouagadougou, avec le professeur Bassolé particulièrement, où nous sommes en train d'identifier des variétés qui sont riches en protéines. Donc en fait, nous prenons en compte le problème d'énergie que le riz doit fournir, mais de protéines qu'on était obligé de chercher dans la sauce. Donc le riz va être beaucoup plus nutritif que... Vous savez, avant, on pensait que quand on mange que du riz, on va avoir du beri-beri et il n'y a rien dans le riz. Non, mais le riz peut être riche en protéines. Et est-ce que le Burkinabé peut avoir une date pour ce qui concerne ces variétés de riz-là que vous allez mettre sur le marché burkinabé? Avec l'aide des biotechnologies, nous allons maintenant très vite. Nous avons des variétés déjà fixées. Nous avons une panoplie de variétés, peut-être une 50aine, qui sont prêtes. Mais, vous savez, tout ça est géré par... des lois. Donc, il y a un processus qui demande aussi un financement parce qu'il faut... Une date? Une date, je pense que d'ici, même en 2022, nous serons prêts à proposer encore peut-être une dizaine de variétés pour homologation qui sont aromatiques et peut-être 2 ou 3 qui sont riches en protéines. Et pour les variétés riches en vitamines, on pensait à un riz qu'on appelle le riz doré. Nous avons un soutien de partenaires. Nous avons déjà mis les initiatives en place. Nous pensons qu'autour de 2024-2025, on n'aura plus besoin de mettre des comprimés de vitamine A ou des gouttes de vitamine A dans la bouche de nos enfants, parce qu'on va avoir du riz naturellement riche en vitamine A. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur, pour que notre riz local soit compétitif, au même titre que le riz importé? Il faut une organisation de la filière, depuis la sémence jusqu'au produit fini. Il faut que les acteurs se parlent. Il faut mettre en place un système d'agriculture contractuelle. Il faut que nos agriculteurs, nos producteurs soient plus professionnels. Qu'on arrête avec l'agriculture de subsistance où on remplit le grenier et maintenant on cherche à vendre les excédents. Non, on doit vendre pour répondre à une demande. On produit pour répondre à une demande, tout en assurant notre grenier. Et ça, nos producteurs sont capables de le faire, mais ils ont besoin d'accompagnement. Ça veut dire que ceux qui mettent beaucoup d'argent en fin de chaîne, c'est-à-dire les transformateurs, doivent essayer de tirer les producteurs en donnant la bonne sémence. Comme ça, ils garantissent la variété. Oui. Et aussi en les suivant du point de vue technologique, non, avec les engrais. Ok. Donc c'est depuis la base alors. Depuis la base. Donc comme ça, si le producteur peut passer de 2-3 tonnes à l'hectare à 7 tonnes à l'hectare, il peut facilement baisser le coût du paddy parce que le paddy est passé de 150 à 210 francs sur le marché aujourd'hui, le kilogramme. Oui. Ça veut dire que avec l'accompagnement des producteurs, le paddy peut descendre à 100 francs le kilo, comme le maïs, comme le sorgho. Et en ce moment, nous pouvons facilement avoir des sacs de riz à 8000 francs, les 25 kilos, au niveau de nos boutiques. Ce qui est possible. Docteur, ce serait votre dernier mot. Ouais. On a compris votre message. C'est une question de volonté et d'engagement politique. Le marché du riz, c'est des centaines de millions, voire des milliards. Comme le disait Joseph Kizerbo, on ne développe pas, on se développe. Avec un peu d'orgueil et de volonté, nous pouvons y arriver. Cela passe par une mise en relation de tous les acteurs, chercheurs, techniciens, producteurs, transformation et consommateurs. C'est tout pour aujourd'hui pour Planète Agriculture. Merci à notre invité, M. Ri de Inira Kambouensin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire merci de votre fidélité. N'oubliez surtout pas, vous qui désirez associer votre image à ce magazine, contactez les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain, Dieu voulant, pour un autre numéro de Planète Agriculture.